Les personnes autistes qui ont un niveau de masking élevé sont les plus susceptibles d'entendre de la part des gens qu'ils n'ont pas vraiment l'air autistes, parce que soi-disant ils ont dans leur entourage un autiste qui est non-verbal, qui se tape la tête et qui donc a l'air vraiment autiste. Et les gens qui ont tendance à se dire ce genre de choses peuvent à tort penser qu'ils sont sympathiques en le disant, en mode oh mais rassure-toi, tu es loin de ressembler à ce genre de personne. Comme si être autiste, finalement, c'était quelque chose de mauvais, de dégradant, de repoussant. Et aussi, si ces gens ont tendance à dire ce genre de choses, c'est parce qu'ils sont ignorants de ce que c'est que l'autisme, tout simplement. Ils ignorent particulièrement le fait que beaucoup d'autistes camouflent ou cachent leurs caractéristiques autistiques, comme les meltdowns, justement. Donc non, on va pas forcément se taper la tête devant en public, mais on peut le faire à l'intérieur de sa maison, quoi. Donc non, faire un meltdown ne signifie pas uniquement se taper la tête contre des murs. Et le meltdown en lui-même peut prendre plusieurs formes. C'est donc pour cela que je souhaitais aborder avec vous le meltdown, et notamment, je souhaitais vous présenter 5 types de meltdown. Ce sont des meltdowns que j'ai pu identifier déjà chez moi, mais aussi chez d'autres personnes. Donc s'il y a d'autres personnes qui suivent la chaîne et qui peuvent étayer ma vidéo en partageant leur propre façon de faire des meltdowns, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis désolée pour les bruits de travaux, c'est très embêtant. J'ai envie de pleurer. C'est comme ça depuis des heures et des heures, genre. J'en peux plus. Donc je disais, je vais vous présenter les 5 types de meltdown. Pour ça, je me suis documentée à plusieurs niveaux, donc dans mon propre vécu, comme je le disais, et vis-à-vis des meltdowns, et dans le vécu de d'autres personnes dont j'ai pu découvrir les témoignages sur internet. Donc avant de présenter les X types de meltdown, voyons déjà brièvement ce qui n'est pas du meltdown, ça c'est super important je pense. Qu'est-ce qui n'est pas du meltdown? Je vois ça avec vous maintenant de façon brève, mais il y a moyen que je fasse une vidéo un peu plus approfondie, et je détaille un petit peu plus la question. Qu'est-ce que n'est pas un meltdown? Les gens ne comprennent pas non plus ce que c'est qu'une crise autistique, ça c'est vrai. Ils peuvent à tort croire qu'il s'agit d'une façon pour l'enfant ou la personne qui l'a fait de manipuler son entourage pour obtenir quelque chose en retour. Alors qu'il ne s'agit absolument pas de cela en réalité. La réalité c'est que quand une personne autiste fait une crise autistique, c'est parce qu'elle a été surchargée par trop d'interactions sociales par exemple, ou par trop d'imprévus, ou des stimuli sensoriels auxquels elle a été confrontée toute sa journée, etc. etc. Donc les crises autistiques n'ont rien à voir avec une crise de colère qu'un enfant ferait pour avoir un objet, enfin quelque chose. C'est pas une crise pour pouvoir regarder la télé plus longtemps. Il ne s'agit pas du tout de cela, c'est bien plus compliqué que ça encore une fois. Une crise autistique, voilà, ça recouvre une réalité, des réalités qui sont bien plus complexes que juste une petite crise de... Juste un caprice, non, ça n'a rien à voir. La crise, c'est vraiment un bouleversement pour la personne qui le vit. On met beaucoup de temps avant de s'en remettre, c'est vraiment éprouvant et très handicapant. Enfin, sinon, ce n'est pas qu'un simple caprice, les amis. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Moi, par exemple, je peux faire une crise parce que j'ai pas anticipé, par exemple, on va essayer de trouver un exemple dans ma vie. Une sortie du type je suis allée faire des courses et j'ai pas anticipé l'heure à laquelle j'y vais, et concrètement je me retrouve à une heure où il y a beaucoup de monde dans le magasin en question, dans le supermarché en question, au moment où les gens ne sont pas en train de travailler en fait finalement. Le fait qu'il y ait énormément de bruit, de mouvement, de musique, de sons de lumière, tout ça peut vraiment mener à une crise en fait. Donc c'est vraiment l'accumulation de plusieurs choses qui peut mener une personne autiste à faire une crise. Ce n'est pas une manière de manipuler ou quoi que ce soit, non, ça n'a rien à voir, vraiment. Maintenant que j'ai un peu expliqué ce que n'était pas un meltdown, je vais maintenant passer aux 5 types de meltdown qu'on peut faire en tant que personne autiste. Premièrement, on a le meltdown qui peut ressembler à une crise d'angoisse, mais qui n'en est pas vraiment une. En fait, ça a les aspects de la crise d'angoisse, mais ça n'est pas du tout une crise d'angoisse. Enfin, ça a juste une ressemblance avec la crise d'angoisse, mais ce n'est pas ça. Ça ressemble quand il y a justement de l'hyperventilation. Et donc on est sur le point de pleurer, mais on retient ses larmes pour ne pas se faire remarquer. Donc ça c'est dans le cas où justement, moi ça me fait ça quand je suis, comme je vous expliquais dans l'exemple précédent. Si je suis dans un magasin à la mauvaise heure, avec énormément de bruit, etc., je vais faire tout pour pas faire ma crise devant tout le monde. Donc ce qui va être visible, ça va être l'hyperventilation. Mais en gros, voilà, ce genre de crise-là peut ressembler à une crise d'angoisse simplement parce qu'il y a de l'hyperventilation.
et que souvent dans les crises d'angoisse, on hyperventile. Et je vais vous donner un exemple de ça, de ce type de meltdown qui a pu m'arriver, notamment quand j'étais dans les études. J'en ai un bien précis et qui est assez marquant, et ça m'arrivait souvent en fait. C'était souvent dans ce contexte-là que je faisais ce genre de crise. Enfin, c'est souvent dans une circonstance où je suis avec des gens, où il y a des gens autour de moi, que je fais ce genre de crise. Pour cet exemple-là, j'étais à un partiel un jour, et nous étions dans un grand amphithéâtre. Il y avait énormément de monde, j'étais très stressée par l'examen en lui-même. Je suis désolée, je lis parce que tout se passe là et j'ai pas tout en tête, voilà, désolée. J'étais hyper stressée par l'examen en lui-même déjà, mais ce qui m'a énormément perturbée, c'était la somme de tous les micro-bruits que faisait chacune des personnes dans la pièce, c'est-à-dire écrire sur les copies, faire bouger ses feuilles, faire grincer sa chaise sur le sol. Et en gros, moi, je n'arrivais absolument pas à me concentrer sur ce devoir. J'avais énormément mal à la tête. Les bruits, littéralement, me faisaient mal. Enfin, voilà. Et en fait, je me sentais complètement confuse. J'ai commencé à sentir que je pouvais exploser. Enfin, que j'allais... j'allais m'effondrer en larmes, en fait. J'allais vraiment... Enfin, je sentais que les larmes allaient monter, quoi. Je sentais que ça allait exploser, quoi. Je sentais, quoi, que j'allais faire un meltdown, même si je savais pas que c'était un meltdown. Enfin, je savais que j'allais péter un câble, j'aurais dit ça. Avant de recevoir mon diagnostic, j'aurais dit, ouais, j'aurais pété un câble. Et je commençais donc à m'agiter sur ma chaise. J'essayais à tout prix de réprimer le plus possible le chaos émotionnel qui m'envahissait à ce moment-là. Enfin, j'ai commencé à hyperventiler, comme dans une crise d'angoisse, donc j'avais du mal à respirer, et j'ai dû quitter la pièce en urgence pour me réfugier dans des toilettes. Donc voilà, c'est le genre de crise qui peut ressembler à une crise d'angoisse, mais qui en fait non, il ne s'agit pas du tout d'une crise d'angoisse, mais juste une crise autistique, mais qui ressemble à une crise d'angoisse, voilà. Comment on peut différencier finalement la crise d'angoisse et la crise autistique ? Une crise d'angoisse, c'est un épisode imprévisible de peur intense qui déclenche des symptômes physiques violents. Elle se caractérise par une forte crise de panique associée à une impression de mort imminente et de perte de contrôle de soi. Les réactions physiologiques qui se produisent pendant une crise de panique sont dues aux réflexes de lutte ou de fuite de l'organisme. Il s'agit d'une réponse somatique automatique du système nerveux lorsque vous vous sentez en danger. Ce stress commence dans le cerveau où l'amygdale, la zone des émotions, envoie un signal à l'hypothalamus, la zone qui communique avec le reste du corps. L'hypothalamus stimule le système nerveux qui pousse les glandes surrénales à produire plus d'adrénaline. En conséquence, votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration est plus rapide, et les niveaux de sang, blablabla. Ouais, c'est ça, il y a des fortes sudations et picotements dans les doigts, genre... moi, carrément, j'étais limite paralysée d'un bras quand je faisais une crise d'angoisse. Donc, c'est pas du tout ça, une crise autistique, on est bien d'accord, ce n'est pas ça du tout. Voilà, j'espère que j'ai réussi à faire la distinction entre crise d'angoisse et meltdown. Donc meltdown qui veut dire effondrement autistique en anglais, en français, excusez-moi. Je suis rassurée, il y a moins de bruit là, les travaux se sont terminés. Enfin. Maintenant, passons au deuxième type de meltdown, le meltdown intériorisé. Souvent, quand on entend parler de meltdown, on entend souvent parler des crises qui sont visibles, spectaculaires, faites de cris, de pleurs ou de jets d'objets, mais il existe aussi des meltdowns qu'on dit intériorisés. Les personnes qui y sont donc sujettes vont s'isoler pour orienter leur colère contre elles-mêmes plutôt que contre le monde extérieur. Donc ça va se diriger à l'intérieur, ça va être vraiment intériorisé. Dans ces moments-là, on se déteste, enfin en tout cas moi là je parle pour moi, mais en tout cas moi je me déteste. Dans ma tête je m'insulte ou je profère des insultes. Le meltdown intériorisé est largement en lien avec le masking, dans le sens où c'est une façon pour les personnes qui sont autistes de juste ne pas montrer qu'elles sont en difficulté, tout simplement. Pour éviter de paraître bizarre, entre guillemets. Donc voilà, il y a une volonté de pas extérioriser tout simplement la crise. Donc tout va se passer vraiment à l'intérieur de soi. Pour éviter certaines conséquences sociales négatives, donc par exemple se faire rejeter, se faire moquer, se faire insulter, voilà. Pour éviter ce genre de sanctions sociales, certaines personnes autistes vont tout faire pour ne pas s'effondrer devant leurs collègues, devant leurs camarades de classe, ou même leurs amis, bien sûr, leur famille, tout ça. Et donc, elles vont tout simplement intérioriser leur crise.
Et ensuite, nous avons le meltdown fait en public, donc quand il n'est pas intériorisé, et quand il ne ressemble pas à une crise d'angoisse. Quand vraiment c'est impossible de retenir la surcharge sensorielle. Parfois, il est impossible de retenir la crise, et celle-ci peut donc survenir en public. Personnellement, ça m'est arrivé beaucoup trop de fois, malheureusement. J'aurais bien aimé que ça n'arrive pas, mais malheureusement, c'est arrivé. Et j'ai toujours eu très honte de moi, même si, en vrai, il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte, franchement. Mais en même temps... comme j'avais vu il y avait une personne qui parlait de ça sur TikTok, qui disait que... Enfin, parlait des privilèges qu'elle avait en tant que personne blanche, quoi. Elle est autiste, mais elle est blanche, quoi. Et en gros, elle disait que elle avait ce privilège de... quand elle fait des crises en public, eh bien, les gens vont pas catégoriser cette personne-là en tant que personne... dangereuse ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi, enfin, alors que bah, c'est ce qui pourrait être mon cas, donc c'est pour ça que j'ai ce sentiment de honte finalement, vous voyez, aussi. Bon, il y a pas, c'est multifactoriel, mais ça fait partie des choses qui font que j'ai honte de faire des crises en public. Et aussi parce qu'on m'a jugé forcément quand je faisais des crises dans ma famille, dans ma famille, entre guillemets. Enfin, c'est très compliqué, hein, cette histoire de famille, mais bref, en tout cas, les gens qui ont eu ma garde un jour, quand j'ai fait des crises devant eux, n'ont eu rien d'autre chose à faire que de me dire que je devais être enfermée. Donc forcément, quand on te dit ça, t'as pas envie de montrer ça aux gens que tu connais même pas. Donc, il y a le meltdown en public. Ça se manifeste par le fait de se frapper ou par le fait de hurler, de pleurer très fort comme un enfant par exemple. Vraiment, il y a une perte littérale de contrôle sur soi. Enfin, c'est assez impressionnant, je pense, pour les personnes qui peuvent voir cette crise. Ça peut être quelque chose d'assez impressionnant à voir, je pense, peut-être, quand on connaît pas vraiment l'autisme, tout ça, voilà. Et donc, c'est ce qui peut se passer en public, quand on n'arrive pas... quand on n'est pas en mesure de camoufler, quand ça craque, on va dire ça comme ça, quand ça explose, quand on a dépassé la limite où c'est vraiment impossible de retenir la chose en question. Et il y a quelques années de cela, pour parler un petit peu de mon cas, parce que un jour j'avais lu un commentaire d'une personne qui me disait que ça l'intéressait pas que je parle de mon vécu. Donc, parle-nous juste des trucs bien concrets, en mode... Genre, faut pas que je partage mon témoignage. Bah si, en fait, j'ai partagé mon témoignage, en fait. Et donc, il y a quelques années de cela, j'étais partie quelques jours chez des amis à Paris. Donc, déjà, c'est quelque chose de très très compliqué pour moi à faire, vraiment. Parce que je dois vraiment me mettre en condition, c'est vraiment compliqué, genre de sortir de mon environnement habituel. Genre le train. Bon, le train, moi, j'apprécie le train. J'avoue que j'apprécie, mais ça dépend. Parce que ça dépend si je me trouve dans un moment où il n'y a pas beaucoup de monde dans le train, si je me retrouve pas à côté de quelqu'un... Enfin, ça dépend de tout un tas de choses, en fait. Mais généralement, moi, j'aime bien prendre le train. Donc ça va, c'est pas forcément non plus une grosse charge pour moi, même si ça dépend, s'il y a des enfants qui pleurent aussi. Ou s'il y a beaucoup de bruit, là c'est sûr que ça va être compliqué. Mais bon, en général c'est assez calme dans les trains que je prends pour aller à Paris. Et donc voilà, je continue. Et donc je prends le train pour partir chez mes amis à Paris, et arrivé à la fin du séjour, je devais reprendre le train le soir, c'était un soir en plus. Et donc eux vivaient en banlieue, donc c'était assez loin de la gare, quoi, donc il a fallu que je prenne le train, le métro. Donc c'est déjà quelque chose de très intense et très horrible, quand on est autiste, les personnes autistes qui suivent ma chaîne peuvent en témoigner, je pense. Donc le métro, c'est vraiment terrible, c'est terrible. Vraiment, c'est un truc que je déteste, en vrai. C'est vraiment horrible, pour plusieurs raisons. Hein. Comme je disais, hein, c'est une question de surcharge sensorielle, Je suis désolée, ça a coupé, parce que ça coupe toujours au bout de 30 minutes, ma caméra, donc c'est relou. J'en étais où, je ne sais plus. Je disais que... oui, c'est vraiment une surcharge sensorielle énorme de prendre le train quand on est autiste, pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimuli sensoriels, en tout genre, des odeurs, des mouvements, du bruit... des bruits en tout genre, c'est des lumières, c'est compliqué, quoi, c'est très compliqué. Et donc, moi, je suis partie un petit peu, vous savez, moi, quand on est autiste, on prend énormément de temps à s'organiser, genre la veille pour être sûr de pas louper le train, c'est vraiment, faut que ça soit bien construit dans notre tête pour pouvoir bien se coucher tranquillement le soir. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc déjà, tu vois, la veille, j'étais déjà pas très très en forme, on va dire ça comme ça.
vis-à-vis Bah, en fait, j'anticipais le fait que ça allait être horrible de prendre le métro, de courir avec la valise et tout. Enfin bref, c'était chiant et j'avais peur de perdre mon train en fait, enfin de louper mon train, pardon. J'avais super peur de louper le train en plus de ça. Donc, Et le truc, c'est que je n'avais pas aussi bien que je le pensais anticipé le trajet en métro jusqu'au train et je me suis donc un peu perdue avec ma valise. Donc je n'avançais pas assez vite avec ma valise lourde. J'étais complètement désespérée. J'avais très très peur de louper mon train, sachant que je voulais absolument rentrer chez moi, car si j'avais passé de très bons moments avec mes amis, le fait d'être ailleurs que chez moi, loin de mes habitudes, de mes repères, ça m'avait pas mal perturbée. Donc j'avais quand même envie de rentrer chez moi, quoi. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai très mal enfin j'ai pas assez bien anticipé le trajet en métro. C'est ça, j'ai pas très bien anticipé tout ça et finalement je suis arrivée sur le quai de la gare et le train était toujours là. Donc je me suis dit tant mieux, trop bien, j'ai pas loupé le train. Donc je me suis sentie un peu soulagée, naturellement. Mais quand j'ai voulu me diriger vers le train, j'ai été arrêtée par une personne, enfin j'ai été interdit par une personne travaillant à la SNCF de monter dans le train, car je n'étais pas arrivée, je sais plus trop, mais c'était 10 ou 2 minutes avant, enfin voilà, j'étais pas arrivée à temps pour pouvoir monter dans le train, quoi. Avant le départ du train, tout ça. Et là, bah... imprévu de fou, enfin... un imprévu vraiment, là c'est vraiment une bombe qui explose là, vraiment, c'est... Alors que je venais déjà de supporter le trajet en métro, tout ça, de courir dans le... Parce que vous rendez pas compte, je sais pas, les gens qui n'habitent pas à Paris, vous rendez pas compte de la quantité d'escaliers qu'il faut monter, enfin... Non, c'est une horreur, vraiment, c'est une horreur. Donc vraiment, j'étais déjà vraiment pas mal, j'étais vraiment très très mal à ce moment-là, donc avant ça. Donc... si j'étais montée dans le train, franchement, ça aurait été. Peut-être j'aurais fait un shutdown, j'aurais pas été très en mesure de parler avec les gens, ou d'avoir une conversation ou quoi, mais voilà. Mais là, bah, c'était atroce. Vraiment, c'était une atrocité. Quand elle m'a dit non, vous ne pouvez pas rentrer dans le train, bah là, j'ai perdu mes moyens, j'ai complètement explosé, c'était intolérable, enfin c'était horrible. J'ai explosé, comme on dit. Je me suis effondrée totalement. J'ai pleuré devant tout le monde comme un bébé. J'ai pas envie de... Ouais, je vais pas entrer dans les détails, en vrai, c'est un peu... Enfin, je suis encore un peu honteuse de ça, donc je préfère ne pas trop en parler, mais en gros, voilà, quoi, c'était horrible, quoi. Donc voilà pour ce qui est du meltdown en public, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on fait une crise en public, quand on fait un meltdown en public, bah c'est ce qui se passe, voilà, on se sent honteux au plus haut point, et voilà, quoi. Et surtout quand on se retrouve face à des gens qui sont pas du tout capables de comprendre ce qui se passe, enfin, c'est très compliqué, on se sent très seul dans ces moments-là. Vraiment. Et c'est pas la première fois que c'était pas la seule fois que c'est arrivé, ce genre de choses. Et vraiment, c'est vraiment la honte, entre guillemets, même si ça doit pas être honteux en vrai, mais bon. Comme c'est pas notre faute, quoi, genre, what the fuck. Mais c'est plutôt le comportement des gens autour qui nous fait nous sentir honteux, genre, c'est pas vraiment la crise en soi, c'est la perception que les gens ont de notre crise qui fait que, voilà, on se sent honteux. Mais en soi, c'est pas honteux. C'est juste une réaction de notre cerveau qui frise, qui peut plus fonctionner comme correctement parce qu'il y a tout un enchaînement d'éléments, il y a tout un enchaînement de choses qui a fait que ça fait exploser le cerveau, quoi, entre guillemets, voilà. Donc c'est pas notre faute, c'est pas notre faute, tout simplement. C'est un peu difficile de parler de ce genre de choses, ça me met un peu dans ce mood là et j'aime pas trop me rappeler de ça, j'aime pas trop, pas du tout même. Bon, passons maintenant au 4e type de meltdown, le meltdown dirigé contre l'entourage. Ça c'est assez particulier, ça va se traduire par des paroles blessantes, voilà, incontrôlées vis-à-vis des personnes qui entourent notre vie, enfin qui font partie de notre entourage. C'est incontrôlé, quoi, c'est vraiment, on perd le contrôle sur notre comportement, et donc si on fait une crise et qu'il y a quelqu'un à côté, ça peut se manifester par des paroles blessantes, ouais, ça peut se manifester par le fait de frapper, le fait
de crier sur les gens, sur le fait d'insulter, ou voilà, ça peut se manifester comme ça, ou des paroles blessantes, par exemple. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de mal parler à des gens de mon entourage, parce que, justement, j'étais en train de faire une crise, en fait. Enfin, j'étais en train de faire une crise, voilà, tout simplement. Et ça peut se manifester comme ça aussi, le meltdown. Ça peut se manifester dans des comportements violents vers les personnes qui nous entourent. Et ça, on en a très 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 monté. Enfin, moi, j'essaye vraiment d'agir là-dessus. Je pense que j'ai fait des progrès là-dessus, je pense. Enfin, j'en suis sûre, mais j'en suis sûre. Ça s'est énormément calmé à ce niveau-là pour moi. Parce que je me sens tellement mal quand ça arrive, ce genre de choses, que... Enfin, je veux plus que ça arrive, en fait. Je veux plus que ça arrive, et à force, au bout d'un moment, je me dis, il faut absolument que j'arrive à détecter quand est-ce que ça va exploser, ou faut que j'arrive à verbaliser, ou que... Je sais pas, ou que vraiment je m'isole, quoi, que je m'isole pour éviter, justement, de faire vivre ma crise à mon conjoint ou à des gens de mon entourage. Enfin, voilà, tout simplement. Et donc, ça, j'y arrive. J'ai réussi à développer des réflexes, voilà. Donc, ça, c'est cool. J'ai réussi à développer des réflexes pour juste m'isoler. C'est vraiment le truc que je fais, c'est vraiment m'isoler dès que je sens que ça monte et que je sens que ça peut exploser, genre. Je me dis, isole-toi, ou dis à la personne avec qui tu partages ta vie que là, je suis plus disponible, quoi. Je suis plus disponible à la discussion, mais c'est pas toujours facile, voilà. Bref. Pour ce type de crise, donc le meltdown qui est dirigé contre l'entourage, en gros, c'est la cause de ces crises-là, c'est toujours la même chose, en vrai. C'est toujours une surcharge de quelque chose. Donc ça peut être une surcharge sensorielle, une surcharge... Enfin, des imprévus, une surcharge d'interaction sociale. Donc c'est toujours le même truc, c'est toujours la même chose, mais ça se manifeste différemment, en fait. Voilà, c'était tout pour ce type de meltdown. On peut passer au 5e et au dernier type de meltdown, le meltdown dirigé contre soi-même. Donc là, je vais vraiment parler de comment ça se manifeste, en gros. Ça se manifeste justement par le fait de crier, de s'insulter, de pleurer très fort, se frapper, se pincer par exemple, ou se griffer, se taper la tête contre les murs, c'est possible. Voilà, enfin, moi je me frappe la tête, ça m'arrive genre vraiment c'est chaud, enfin, ou je vais casser des objets à moi auxquels je tiens énormément, genre vraiment je vais me faire vraiment beaucoup de mal, je vais casser des objets que j'aime bien, je vais me sentir complètement hors de moi-même, enfin, je me sentirais comme possédée, genre, enfin je sais pas si c'est possédé le terme adéquat, mais oui, je me sens je sais pas, incontrôlable, genre je ressens énormément de haine pour moi-même, en vrai, dans ce genre de moments parfois. Enfin, après voilà, je vais stimer beaucoup aussi, dans ces moments-là je vais beaucoup stimer, donc me balancer en avant, en arrière, voilà, ça c'est un truc c'est systématique quand je fais une crise de meltdown, voilà, et donc quand c'est dirigé contre moi-même, enfin voilà. Voilà, quoi. J'espère que je vais pas vous trigger avec ça, avec cette vidéo. Je suis désolée si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Et j'aimerais bien aussi parler de qu'est-ce qui peut déclencher, vraiment précisément, qu'est-ce qui peut déclencher des meltdowns, mais je me dis, est-ce que je réserverai pas cette vidéo pour un autre jour? Parce que j'avoue, je commence un peu à fatiguer. Je commence un peu à fatiguer, donc voilà. En plus, je me suis repris à plusieurs reprises dans cette vidéo, donc la vidéo va durer peut-être 15 minutes, mais en soi, le tournage a duré 40 minutes. C'est ça, 44 minutes, je tourne la vidéo, là, encore. Ouais, donc je réserverai cette vidéo sur les meltdowns, sur les déclencheurs des meltdowns, dans une autre vidéo, même si j'en ai quand même un peu parlé dans cette vidéo déjà, hein, la surcharge sensorielle, mais ouais, j'aimerais bien essayer d'aller un peu plus loin là-dedans. Et aussi, j'aimerais bien aussi faire une vidéo où j'essaie d'apporter des stratégies pour gérer un meltdown, même si j'en ai déjà parlé déjà, je crois, en fait, j'en ai déjà parlé, je pense. Mais il y a peut-être moyen de revenir là-dessus et d'être un peu plus précis, enfin, de consacrer une vidéo sur les stratégies à mettre en place quand on fait un meltdown, à la fois pour soi-même, quand on fait un meltdown seul, et aux personnes qui justement seraient en face de quelqu'un qui ferait une crise, enfin voilà, comment réagir, tout ça.
Bon, j'espère que c'était pas trop chaotique. J'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est pas facile. Faut pas oublier que j'ai un putain de TDAH qui fait que bah, j'ai vraiment du mal à organiser mes pensées. Même si je sais qu'il faut, faut juste se préparer, bien se préparer à l'avance. Mais c'est pas juste une question de juste se préparer. C'est vraiment, c'est pas ça du tout. Parce que ouais, je pourrais faire ça. Genre me préparer complètement le script et tout. Et là, j'avais pas complètement terminé le script en fait là. Genre par exemple les 2 derniers points là j'ai complètement divagué parce que j'avais juste mis une ligne, et donc j'ai dû improviser un peu, voilà. Parce que en fait je voulais absolument filmer une vidéo pour dimanche, parce que j'ai pas envie de casser le rythme en fait. Je veux absolument qu'une vidéo soit sortie ce dimanche, donc tout en essayant quand même que ma vidéo soit intéressante, voilà. Donc c'est une vidéo, j'espère qui sera pas trop ennuyante à regarder. En tout cas si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette vidéo vous a plu, et que si cette vidéo vous a plu, peut-être que vous êtes abonné, peut-être que vous ne l'êtes pas, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. Aussi je vous invite à mettre un pouce en l'air pour me manifester justement votre contentement, voilà tout simplement. À laisser un commentaire pour me partager votre expérience également avec les meltdowns, aussi pour me corriger certaines choses que j'aurais pu dire de mauvais, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à partager la vidéo parce que je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes qui sont soit autistes et qui aimeraient vraiment, mieux connaître leurs troubles. Et ça peut aussi aider les personnes qui sont justement dans un parcours de diagnostic ou qui se posent des questions sur qui elles sont. Et bien, ce genre de vidéo-là, ça peut grandement aider justement ces personnes-là à trouver des réponses justement. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense que c'est important, à mon avis. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!